Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de Paris-Nord-Villepinte dans le cadre du CIMA pour une nouvelle émission. Donc, chaque jour, 20 000 terriens de plus à nourrir. Donc, sur cette planète, comment faire? C'est justement la question que nous allons poser à nos invités. Tout d'abord, Philippe Choquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général donc d'Unilassal. Unilassal, en une phrase, c'est Une école d'ingénieurs en agriculture et géologie et sciences de l'environnement. Juste à vos côtés, Nicolas Loz, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable monde économique du WWF. Un chiffre clé? Un chiffre clé, aujourd'hui, 58% de la biodiversité a disparu. Donc c'est un chiffre qui est alarmant et on travaille ensemble pour y remédier. Trouver des solutions. Olivier Longuet, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu tout droit en fait de Madrid pour nous parler de la lutte contre la faim. Vous êtes directeur général d'Action contre la faim en Espagne. Alors oui, d'autant plus que la faim aujourd'hui affecte en grande partie les victimes de la faim sont des agriculteurs, des petits fermiers, et donc c'est devenu un collectif qui a à la fois un rôle à jouer dans la solution et dans le problème. Bon, on va en parler justement. Emmanuel Adam, responsable de la division agraire de Michelin. Effectivement, Michelin, vous créez des emplois en France, combien? Oui, 1200 emplois sur l'agriculture en France, 2000 en Europe. Et vous êtes ici parce que vous vous intéressez de près au problème notamment de la compaction des sols et des rendements permis. Bon, on en parlera. Absolument. Voilà. Bon, tout d'abord, Philippe Choquet, on évoque souvent le fait qu'il y a 20 000 terriens de plus chaque jour sur la planète à nourrir. D'où vient cette croissance démographique? Alors, la croissance démographique, elle est le fait des améliorations de la condition de vie des populations dans l'hémisphère sud, notamment grâce à l'amélioration de l'alimentation, aux formidables progrès médicaux, et tout ceci confère en fait une amélioration des conditions de vie des personnes et une augmentation de la population. Est-ce que cette croissance est uniforme sur tous les continents ou est-ce qu'elle est différentielle? Alors si vous voulez, aujourd'hui, 2017, on est à 7,2 millions d'habitants, 7,2 milliards, et donc la FAO prévoit qu'on va passer à 9,6 milliards d'habitants. Alors très, très schématiquement, c'est 1 milliard d'augmentation en Afrique, 500 millions d'augmentation en Inde, 250 millions en Amérique latine et le reste dispatché sur l'Asie du Sud-Est et d'autres pays. Olivier Longuet, combien de personnes souffrent aujourd'hui de malnutrition? Alors de malnutrition, on va avoir un collectif d'à peu près 800 millions de personnes qui sont réparties sur tous les continents. L'Asie est le premier continent le plus affecté, mais où la situation est beaucoup plus grave en Afrique. Et dans ce chiffre-là, celui qu'il faut vraiment retenir, c'est 56 millions, c'est-à-dire presque la population de la France, d'enfants malnutris de manière aiguë, c'est-à-dire dont la vie est en danger à très court terme. On parle toujours de 800 millions de personnes souffrant de malnutrition. C'est un vrai chiffre? C'est un chiffre qui évolue comment? Alors c'est une estimation qui est intéressante, qui est basée sur la base d'extrapolation. Malheureusement, on ne peut pas compter chaque individu. Et ça prend en compte un peu la production agricole et les cycles climatiques. C'est un chiffre sur lequel on reste depuis la FAO qui produisait ce chiffre depuis 2 ans ne le fait plus. Mais on reste sur une évolution qui est globalement positive. Depuis 10 ans, la planète a gagné 1 milliard d'habitants et le chiffre se maintient. Donc grosso modo, c'est encore trop de personnes qui souffrent de la faim, mais ça reste une évolution sur le long terme plutôt positive. Et ça concerne surtout les citadins ou plutôt le monde rural? Alors aujourd'hui, la faim est clairement rurale, même dans ce qu'on appelle les macro-urbés du monde, notamment d'Afrique. On trouve de la malnutrition, mais la malnutrition aujourd'hui est une question d'isolement. Elle est rurale et elle affecte en premier lieu, et vraiment avec une différence tout à fait appréciable dans les statistiques, le monde agricole et les petits agriculteurs. Philippe Choquet, quelle solution, comment justement essayer de réduire ce problème? Alors, le problème de la malnutrition est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en situation de malnutrition, sous-nutrition, c'est plutôt dans les pays de l'hémisphère sud, notamment Afrique ou Asie. Par rapport à ces pays-là, la question se pose, comment augmenter la production, donc en fait, la production, soit elle augmente par une amélioration de la productivité par hectare, soit on gagne des hectares. Donc par rapport à ça, la première solution, c'est où peut-on gagner des hectares pour répondre à cet enjeu, notamment enjeu africain, plus 1 milliard d'habitants, et également en Asie, l'Inde, plus 500 millions d'habitants. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a un vrai potentiel. Alors, grosso modo, on estime qu'aujourd'hui, il y a 1,55 milliard d'hectares cultivés sur la Terre. On pense qu'on peut gagner 500 millions d'hectares
en gros au niveau de la planète, mais sur ces 500 millions d'hectares, il y en a vraiment 150 millions qui sont de bonnes terres. Donc c'est 10% à peu près de la surface actuelle. Donc comment peut-on transformer ces terres et les cultiver, sachant que l'essentiel de ces terres sont entre les deux tropiques, donc dans des conditions pédoclimatiques beaucoup plus complexes que chez nous, et donc qui demandera une technologie agricole, agronomique beaucoup plus sophistiquée si on veut préserver les sols. Parce que c'est vrai que ce qui est essentiel, ce sont les sols, la qualité des sols. Il faut 1000 ans, 2000 ans pour fabriquer un sol et il faut 3 ans pour le détruire. Emmanuel Adam, vous, justement, les sols, ça vous intéresse de près et vous pensez qu'il y a des gisements de rendement ? Ils sont considérables. On se rend compte que partout dans le monde où les sols sont dégradés, effectivement, le rendement baisse. On a aujourd'hui des solutions techniques, des solutions technologiques dans l'agriculture mécanisée pour préserver les sols. On a des pneus à basse pression qui permettent de gagner jusqu'à 4% de rendement supplémentaire sans rien faire, juste en utilisant des solutions pneumatiques qui permettent de moins tasser les sols, moins les dégrader, augmenter le rendement à l'hectare. Donc il y a un enjeu économique, mais il y a aussi un enjeu sociétal, puisque effectivement il faut augmenter la production dans les zones où il y a de la malnutrition pour pouvoir arriver à nourrir cette planète. Donc 4% de rendement à travers de la compaction. Il y a aussi d'énormes écarts de productivité entre les différentes régions géographiques en fonction du type de mécanisation qui s'est mis en place. Je dirais aujourd'hui l'agriculture moderne arrive à sortir des niveaux de productivité extrêmement élevés, mais les écarts vont du simple au triple entre les différentes zones géographiques. Donc pour nous, il y a tout un enjeu de formation, tout un enjeu de sensibilisation sur l'impact de l'agriculteur sur son sol. Et c'est un travail qui est un travail de longue haleine. On ne va pas réussir seul. Il va falloir que tout le monde s'y mette pour qu'on fasse comprendre que sortir par le haut, c'est sortir par la protection des sols. Alors Olivier Longuet, on parle beaucoup ici en France de diversification. Il faut retrouver de la valeur ajoutée sur le territoire. Vous êtes présent dans de nombreux pays. Vous aussi, vous constatez un intérêt pour la diversification économique ? Je crois que la solution, il y a effectivement donc l'augmentation de la production agricole, on en a parlé. L'autre élément, ça va être une meilleure distribution. Et effectivement, les agriculteurs aujourd'hui, notamment dans les zones affectées par le changement climatique, ont besoin d'une diversification, c'est-à-dire d'avoir des sources de revenus qui ne soient pas seulement issues de leur travail de fermier, mais de plus en plus dans des activités commerciales ou de transformation qui non seulement vont avoir un impact sur l'environnement, mais aussi sur le fait qu'il y aura beaucoup moins de pertes alimentaires. Aujourd'hui, la production reste un élément important, mais si on arrivait à perdre un peu moins, même le gaspillage alimentaire n'est pas forcément le fait des pays riches. C'est les mauvaises chaînes de conservation sont à l'origine d'une perte colossale dans des pays qui ne peuvent pas se le permettre. 80% je crois des récoltes sont consommées par les insectes, les ravageurs post-récolte. Enfin, il y a un taux de perte de 20 à 30%. 20 à 30%. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à l'amélioration de la productivité, il faut juste un chiffre. En Afrique, rendement moyen 14 quintaux de l'hectare de céréales. En Europe, 50. En France, 64. Alors, je ne pense pas qu'on pourra passer de 14 à 51. Ceci étant, il y a un potentiel de progression qui est remarquable, qui passera par la technologie. Un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure aussi, c'est tout ce qui est génétique, c'est-à-dire c'est tous les intrants qui peuvent permettre d'améliorer en fait les rendements auxquels n'ont pas accès aujourd'hui les paysans africains. Une technologie, tout ce qui est génétique et tout ça, il n'y a pas de génétique adaptée aux pays africains. Donc je pense qu'il y a un potentiel important à développer par rapport à ça. Alors Nicolas Loos, vous avez parlé de biodiversité, on va parler de déforestation avec vous. Pour vous, la production de caoutchouc se fait au détriment de la forêt ? Alors, un chiffre, au niveau global, on se rend compte qu'il y a une quinzaine de matières premières qui impactent particulièrement les zones qui sont les zones clés d'un point de vue des grands cycles environnementaux de la planète. Donc, c'est-à-dire le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de la régénération des espèces. Parmi ces 15 matières, il y en a qui sont très connues comme l'huile de palme, le papier, le bois. Et il y en a d'autres qui le sont un peu moins, en tout cas un peu moins médiatisées, comme le soja ou le caoutchouc naturel. Donc, quand on analyse ensuite un peu ces marchés, on se rend compte qu'il y a un énorme effet de concentration. C'est des matières premières qui sont échangées sur les marchés internationaux. Et dans le cas du soja, de l'huile de palme, du caoutchouc, il y a un vrai effet de concentration au milieu des chaînes d'approvisionnement. Et là, on se rend compte qu'il y a environ 300 à 500 entreprises qui contrôlent directement ou indirectement 70% des flux de ces matières premières. Donc on peut, en travaillant avec ces acteurs économiques, faire évoluer ces marchés vers plus de durabilité. Donc le caoutchouc, c'est un exemple d'une de ces matières premières.
Le caoutchouc, c'est principalement produit en Asie du Sud-Est aujourd'hui, un peu dans le bassin du Congo. Et tout ça, c'est des zones qui sont des zones d'action prioritaire du WWF. Emmanuel Ladan, vous partagez l'avis de Nicolas Loz? Oui, absolument. Et d'ailleurs, on a un partenariat avec WWF sur le caoutchouc naturel. L'idée, c'est comment augmenter la productivité. Ça rejoint le thème agricole. Comment augmenter la productivité de la culture des VA à l'hectare. Une culture d'EVA moderne peut produire jusqu'à 2 tonnes à l'hectare. Une culture d'EVA aujourd'hui en moyenne en Indonésie tourne autour de 0,8. Donc tout le travail qu'on fait ensemble, c'est d'apporter de la productivité, du savoir-faire, de la technologie pour augmenter et finalement éviter la déforestation et protéger l'environnement naturel. Donc absolument, c'est un constat qu'on partage. C'est un peu le même constat sur l'agriculture. Augmenter la productivité, c'est sortir par le haut pour les acteurs économiques et pour protéger les sols. Et vous dites qu'il faut diminuer l'empreinte écologique des pneus, comment vous faites? Pour diminuer l'empreinte écologique, c'est d'abord et avant tout dans l'usage. Il y a effectivement l'empreinte écologique au moment de la production, l'empreinte écologique au moment du recyclage. On travaille sur les deux aspects de manière très forte. Mais l'usage est l'élément numéro 1. Si vous pouvez produire des pneumatiques qui vont être beaucoup plus durables, qui vont durer 2 fois plus longtemps qu'un pneumatique traditionnel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Des pneumatiques qui vont avoir une consommation de carburant diminuée. Aujourd'hui, nos nouvelles technologies amènent à économiser jusqu'à 1000 litres par an pour un agriculteur. Et si vous pouvez enfin diminuer la compaction pour augmenter la productivité, vous gagnez sur les trois enjeux majeurs, la consommation de carburant, la productivité à l'hectare de l'agriculteur, et puis effectivement la consommation de caoutchouc sur la durée de vie du pneumatique. Alors Nicolas Loz, comment responsabiliser l'exploitation donc des ressources et en particulier le caoutchouc? Alors la responsabilisation, elle se fait déjà en travaillant avec les acteurs qui sont influents, qui font la référence de durabilité du secteur. Donc la stratégie du WWF pour transformer le marché du caoutchouc, mais de manière plus globale, les différents marchés des matières premières que j'ai cités précédemment, c'est de travailler dans le cas du caoutchouc avec Michelin pour se fixer un niveau d'ambition qui va être la norme de la durabilité pour derrière avoir un effet d'entraînement sur le secteur. Notre objectif, c'est de transformer ces marchés. Donc pour transformer ces marchés, on a besoin de travailler avec les principaux atouts des acteurs économiques qui sont au cœur des chaînes d'approvisionnement. Donc concrètement, avec Michelin, on a défini la politique caoutchouc naturel du groupe qui a fait référence, qui a été saluée par les pairs, qui a été saluée par les autres ONG, qui permet de fixer le niveau d'ambition, la référence de durabilité du secteur. Et ensuite, on travaille pour influencer les autres acteurs économiques à rejoindre ce même niveau d'engagement et on travaille sur le terrain pour faire en sorte que ces idées, ces engagements deviennent une réalité sur le terrain, puisque vraiment, ce qu'on cherche au final, c'est à préserver ces zones, à améliorer la productivité pour aussi pouvoir préserver les zones à haute valeur de conservation sur les zones prioritaires. Mais il ne faut pas mieux agir sur le consommateur, on sait qu'il faut aussi agir sur l'acheteur final, l'agriculteur par exemple. Alors il faut agir à tous les niveaux. Aujourd'hui, dans le cas du caoutchouc, en tout cas, le consommateur n'a pas forcément la capacité de choisir tel ou tel produit responsable, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de label qui existe sur le caoutchouc. Donc c'est pour ça que la démarche du WWF, c'est d'abord de travailler avec les acteurs économiques qui ont les leviers d'action pour faire évoluer les pratiques. Et aussi de travailler au niveau du législateur. En ce moment, on travaille beaucoup avec le gouvernement birman pour faire en sorte que le modèle de production agricole de la Birmanie intègre les sujets de préservation et de développement des communautés locales. Vous allez créer un label, je ne sais pas, pneus agraires éco-responsables ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de créer un label. Aujourd'hui, l'objectif, c'est déjà de faire en sorte que les grands acteurs prennent des engagements et qu'ils mettent en place les mécanismes pour s'assurer que ça devienne une réalité sur le terrain. Mais après, vous n'aurez pas les moyens de contrôler que ça soit une réalité une fois le label obtenu? Alors, encore une fois, pour l'instant, on ne fait pas de label, mais le WWF n'est pas un organisme de contrôle. Nous, ce qu'on promeut d'ailleurs, c'est la transparence et que les entreprises qui prennent des engagements se fassent auditer par une tierce partie externe pour avoir de la transparence et que ce soit crédible d'un point de vue des parties prenantes. Juste, Olivier Longuet, on arrive au terme de cette émission. Concrètement, on revient sur le problème de la faim. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement pour que ce vœu pieux de résoudre le problème de la faim,
qui implique quelques milliards d'euros, enfin ou de dollars. On a vu que quand il y a eu la crise, on les a trouvés, ces milliards de dollars. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à le résoudre? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour enclencher justement? Alors, il y a beaucoup de travail à faire, mais je crois que le constat que je faisais tout à l'heure, c'est que la situation s'améliore. Les améliorations sont sans doute beaucoup trop lentes. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, la faim est devenue la courroie de transmission de la pauvreté d'une génération à l'autre. Il y a des tas d'études que nous avons pu faire avec Action contre la faim et avec des partenaires partout dans le monde où, en fait, d'une génération à l'autre, la faim fait que les individus seront des individus plus malades, moins productifs. Donc, le grand travail aujourd'hui, c'est de désenclaver ces populations. J'insiste, des populations qui sont essentiellement des populations rurales et très souvent fermières. Et ça, c'est vraiment le désenclavement de ces populations est clé pour que toutes les améliorations dont on a parlé puissent arriver, y compris dans les zones les plus reculées d'Afrique, qui est le candidat à la faim aujourd'hui. Et vous avez parlé de l'Afrique, mais vous intervenez sur de nombreux fronts. Rappelez-moi aujourd'hui, Action contre la faim en Espagne, c'est combien de salariés, combien de situations d'action? Alors c'est 2000 salariés et puis nous intervenons dans le cadre du réseau Action contre la faim dans une 50aine de pays avec nos collègues français. Bon messieurs, merci beaucoup d'être venus ici en direct donc, du CIMA débattre cette question. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour une nouvelle émission.